Aujourd'hui, on va parler d'un sujet super important, l'éducation. Est-ce que l'école, et surtout l'université, peut encore vraiment changer la vie des gens? On va se pencher sur cette question en regardant de plus près ce qui se passe en Afrique, et plus particulièrement au Sénégal. Allez, on y va. Pour commencer, écoutez bien cette phrase du professeur Ibrahima Thioub. Il dit, en gros, « Je viens d'une famille de paysans, et c'est l'école publique qui a fait de moi un recteur d'université. » C'est un parcours de dingue, non? L'exemple parfait de ce dont beaucoup rêvent, que l'école donne les moyens de réussir, peu importe ses origines. Mais il ajoute quelque chose d'essentiel. Ce parcours est de plus en plus difficile. Et c'est là que ça devient intéressant. Pendant très longtemps, on a vu l'école comme ça, un ascenseur social, une sorte de machine incroyable qui pouvait permettre à n'importe qui, vraiment n'importe qui, de s'élever dans la société et d'avoir un meilleur avenir. Alors, c'est quoi exactement cet ascenseur social? C'est une image, bien sûr. Ça veut dire que grâce à l'éducation, on peut améliorer sa situation, sa position dans la société. En gros, avoir une vie, un métier, un salaire est bien différent et souvent meilleur que ceux de ses parents. L'école, c'est la clé pour monter les étages. Le problème, c'est que dans beaucoup d'endroits, cet ascenseur, il est tombé en panne, coincé. Alors, la grande question, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour que le système universitaire public, qui semblait si prometteur, se retrouve en crise? Pour comprendre, il faut remonter un peu le temps. Regardez, juste après les indépendances, dans les années 60 et 70, c'était l'âge d'or. L'État garantissait un boulot à presque tous les diplômés. L'université, c'était la voie royale. Mais dans les années 80, tout change. Des crises économiques forcent les États à couper sévèrement dans les budgets. Et où est-ce qu'on coupe souvent en premier? Dans l'éducation. Résultat, à partir des années 90, les universités n'ont plus d'argent, mais elles ont de plus en plus d'étudiants. Et là, c'est la catastrophe. Des amphis bondés, pas assez de profs et des échecs en masse. Le professeur Thioub a une image géniale pour décrire ça. Il parle d'une autoroute Saint-Bretel. Vous imaginez le truc? On entre à fond dans les études, on avance, mais il n'y a aucune sortie. Aucune bretelle pour aller vers un travail, vers un avenir concret. La seule issue, bien souvent, c'est l'échec. C'est une image hyper puissante pour décrire le sentiment d'être complètement piégé. Et bien sûr, quand il y a une crise, un nouvel acteur entre en jeu, l'enseignement privé. Et attention, ce n'est pas juste une autre option. C'est un vrai match qui commence, un affrontement entre deux mondes, deux philosophies, totalement différentes de l'éducation. Regardons ça de plus près. D'un côté, l'université publique. Sa mission, c'est le service public, offrir une chance à tout le monde. De l'autre, l'enseignement privé. Sa mission, la rentabilité, gagner de l'argent. Les forces du public, son prestige, son accessibilité. Ses faiblesses, le manque d'argent, les amphis surchargés. Les forces du privé, des formations plus courtes, plus pro. Mais ses faiblesses, c'est le coût élevé et une qualité pas toujours au rendez-vous. On voit bien le choc des modèles. Et là, on a cette expression qui est super forte, une sorte de vampirisation du public par le privé. Un vampire, ça aspire la vie, le sang. L'idée, c'est que le privé ne fait pas que s'installer à côté du public. Non, il l'affaiblit, il lui pompe ses ressources. Par exemple, en payant les profs de l'université publique pour donner des cours en plus. Du coup, ces profs sont moins disponibles, moins investis dans le public, qui s'affaiblit encore plus. Ok, on a compris la bataille entre public et privé. Mais au final, concrètement, qu'est-ce que ça change pour les gens, pour la société tout entière? C'est qui, au fond, qui paye les pots cassés? Alors là, ce chiffre est juste hallucinant. Au Sénégal, 90% des écoles privées sont concentrées dans la capitale, à Dakar. 90%. Ça veut dire que si on n'habite pas en ville, on a beaucoup moins de chances d'accéder à ces formations. Ça crée une énorme inégalité entre les territoires, une vraie fracture entre la capitale et le reste du pays. Et ça ne s'arrête pas là. L'éducation devient une marchandise. Si on a de l'argent, on achète une bonne formation, sinon, tant pis. Ça creuse les inégalités, ça touche même le genre. Quand une famille a peu de moyens, elle va plus souvent choisir d'investir sur le garçon plutôt que sur la fille. Et puis, attention, privé ne veut pas dire qualité. On voit apparaître des universités escaliers, des trucs précaires installés dans des appartements sans vrais moyens. Bref, la situation se dégrade pour beaucoup de monde. Bon, le constat est un peu déprimant, c'est vrai, mais on ne va pas s'arrêter là. La question c'est, comment on fait pour réparer cet ascenseur social? Est-ce que c'est possible? L'idée, c'est de voir s'il y a des pistes, des solutions pour construire un avenir meilleur. Plusieurs pistes sont sur la table. D'abord, la base. Il faut que l'État réinvestisse de l'argent dans l'université publique. Ensuite, il faut que cette université se réforme, qu'elle propose des formations qui débouchent vraiment sur un emploi. Troisième point, il faut réguler le privé, mettre des règles claires. Et enfin, créer un partenariat
Obliger le privé à participer à l'effort collectif, par exemple en finançant des bourses pour les étudiants qui n'ont pas les moyens. Voilà, on a fait un bon tour d'horizon, on a vu le problème, on a vu quelques idées de solutions, mais évidemment ce n'est pas si simple. Le débat est ouvert et c'est maintenant à chacun de se faire son idée. Au fond, ça nous ramène à des questions hyper importantes. Est-ce que l'éducation, c'est un produit comme un autre, une marchandise qu'on achète, ou est-ce que c'est un droit fondamental, un service public accessible à tous? Quel rôle pour l'État? Quel rôle pour les entreprises privées? Il n'y a pas de réponse magique, ce sont des vrais choix de société. Ce qu'on a vu ensemble aujourd'hui, c'est un point de départ. Ce n'est pas la vérité absolue. La meilleure conclusion, en fait, c'est qu'il n'y a pas de conclusion. Le plus important, c'est de continuer à s'informer, à se poser des questions, à ne pas tout prendre pour argent comptant, y compris ce que je viens de raconter. C'est comme ça qu'on se forge sa propre opinion, et c'est ça qui est précieux.